Laurent Oberton, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir. On vous invite pour, parler évidemment des failles de notre société. C'est votre, sujet, Laurent Oberton, et on voulait commencer avec, le procès de Lola, qui a lieu, cette semaine et qui révèle une fois de plus, justement toutes ces failles et ce danger, cette société, monstrueuse dans laquelle les Français, vivent désormais. Est-ce que vous suivez ce procès, Laurent Oberton? Oui, 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 je le suis de loin parce que pour tout vous dire, les détails, Mmh. on les connaît depuis un certain temps, quand on est un petit peu proche comme ça des milieux policiers. À part, achever de se convaincre, de la moi, je trouve que la mère de Lola a eu les mots très justes. Elle a parlé de choses, elle a parlé de diable, elle a parlé de monstres et je vois pas bien comment on pourrait faire autrement. Quand on garde justement, cette fameuse humanité, hein, on parle beaucoup d'humanité, on a beaucoup parlé de Robert Badinter, ces derniers temps. Pour moi, si on voit les choses autrement, c'est qu'on a soi-même un sérieux problème. Et oui, ce cas est démonstratif de beaucoup de choses, de beaucoup de j'entendais votre invité précédent tout à l'heure qui disait sur le vol du Louvre que rien n'avait dysfonctionné. Ça, c'est toujours assez fascinant parce qu'il y a absolument rien qui va dans ce pays, mais tout fonctionne normalement. Tout déraille, mais c'est normal. Et là, c'est à peu près la même chose. On a enfin, les c'est voilà, l'immigration de quantité. Et ce problème psychiatrique, parce que ça fait des années qu'on en parle de ces fameux déséquilibrés, et il faut savoir que la France délivre des titres de séjour spécifiquement à des individus qui souffrent de troubles mentaux lourds, dans l'optique de les soigner parce qu'ils ne peuvent pas le faire chez eux, mais on ne le fait pas non plus ici puisque la psychiatrie en France est complètement saturée, on va leur administrer, on va leur prescrire un traitement, ils le prennent n'importe comment, ils le prennent pas, c'est pareil. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des individus extrêmement dangereux et incontrôlables dans nos rues et qui, de temps en temps, vont passer leur nerf sur tel ou tel. Et après, on vous dira ils sont un peu dérangés, donc c'est pas tellement leur faute. Voilà, enfin, ça ne fait que confirmer ce qu'on dit malheureusement depuis beaucoup trop d'années. Et on constate, hélas, depuis toutes ces années, que pas grand-chose, sinon absolument rien, n'est fait pour renverser la tendance. Non, rien n'est fait et au contraire, on est en train, a priori, de s'arranger pour multiplier le nombre, de visas, étrangers, qui seront, accordés, pour les pays hors Union, européenne. Alors justement qu'a priori, Dabia Benkiret, par exemple, serait rentrée sur le sol français avec un visa, étudiant. Enfin, donc c'est ce dont voilà, on est en train Oui. d'ouvrir le nombre de visas étudiants et Dabia Benkiret serait rentrée avec ce type de visa et on annonce ça la semaine où justement se tient le procès de Lola. Il y a une indécence, mais qui dépasse l'entendement. Oui, oui, absolument. Enfin, c'est vrai qu'ils n'ont plus beaucoup de limites dans ce domaine. Les étudiants, c'est la première, enfin les études avec des guillemets, c'est la première filière d'immigration aujourd'hui. C'est un moyen très efficace. Ça veut dire, on vous explique, ça va, on va former des gens brillants et ils nous le rendront. Non, alors non, je suis désolé, il y a un taux d'échec qui est énorme dans ces études. La plupart ne retournent pas au pays et restent ici à charge de la société. Ça coûte très cher en plus. Un étudiant en France, ça coûte 14 000 € par an aux contribuables. Ils sont très nombreux. En tout, ça coûte à peu près 5 milliards, hein, les étudiants étrangers à la France chaque année. Voilà une petite piste d'économie en passant. Heu, enfin, il y a une logique dans ce système, c'est de continuer quoi qu'il arrive vraiment, on le voit, les titres de séjour sont en augmentation, constante. Il y a pourtant un lien qui est manifeste entre cette immigration de quantité et cette insécurité, qui est toujours refusé, que nos responsables refusent toujours de faire ou du bout des lèvres ou avec toutes les circonvolutions possibles en nous expliquant que oui, mais c'est la faute de la société, et cetera. La justice n'a jamais pris acte de l'ultra-violence actuelle, de ce qu'est devenu la réalité, de ce qu'on appelle encore l'insécurité. Moi, je parle d'ensauvagement. Elle continue à croire
que des individus sont récupérables, qu'il faut leur donner une seconde chance, une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Et en attendant, quand on refuse de traiter ces individus tels qu'ils le méritent, eh bien, ce sont les innocents qu'on condamne. C'est des petites lolas, c'est des individus qui n'ont rien demandé à personne et qui sont condamnés à vivre, à survivre avec des monstres, elle l'a dit, et il faut le dire. Ouais, alors effectivement, il y a une forme de pudeur des mots, hein. Il y a tout un tas de phrases, même à la radio, nous-mêmes, on doit réfléchir à la façon dont on va formuler nos phrases. Il faut éviter toute généralisation. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement, Laurent Oberton, accepter de généraliser, puisqu'après tout, la politique, c'est aussi gérer des masses, c'est gérer un peuple, et donc dans ce contexte, faire des généralités, généralement, ça pourrait s'entendre sur le plan logique, analytique, technique, puisqu'on est dans un monde aussi où on nous explique en permanence qu'il faut des techniciens pour nous gouverner. Est-ce que voilà, faire des généralités, ce ne serait pas une bonne méthode de gestion? Bah oui, surtout que, enfin, c'est tout à fait fondé de le faire, hein. C'est pas un cas tous les 10 ans et c'est stable depuis toujours. Non, il y a les chiffres des violences aux personnes sont absolument éloquents et montrent une explosion de ces violences aux personnes, multipliées par 6 en 30 ans à peu près. Donc c'est pas rien, c'est pas, voilà, on se raconte pas d'histoire. Il y a des agressions absolument épouvantables de personnes âgées à leur domicile. Enfin, plus personne, dans tous les secteurs aujourd'hui, hein, vous allez interroger les médecins, dans les milieux hospitaliers, dans les milieux enseignants, et vous verrez que ça a débordé de partout et que maintenant tout le monde est confronté à ça. Donc, encore une fois, l'inertie considérable de ceux qui nous dirigent se raccroche toujours à ces croyances folles que l'insertion, que l'excuse, que la compréhension, que la bienveillance. Et ça, c'est en train de mettre le pays à feu et à sang. Et encore une fois, avoir ce raisonnement, on parlait d'un terre qui, soi-disant, s'opposait à la barbarie. Pour moi, il n'y a pas plus barbare qu'un pays qui se dit civilisé et qui laisse se produire de telles choses sans réagir et même en étant assez fier de sa gestion humaniste, on va dire, avec des guillemets. Ouais, il y a une énorme injustice et on le dit souvent à notre antenne, c'est que la France fonctionne, la société française a fonctionné pendant de nombreuses années parce que les Français, le peuple, a choisi de déléguer la question de sa sécurité à une certaine élite politique. Aujourd'hui, de toute évidence, elle n'est plus du tout à la hauteur de cette charge. Les Français sont toujours, bien évidemment, sanctionnés si jamais ils choisissent de se défendre eux-mêmes. Et en réalité, aujourd'hui, la politique qui est pratiquée, c'est celle de l'excuse des criminels. Et donc, bah voilà, on les laisse proliférer au prix de la vie des Français. Oui, bah, ça a été l'énorme danger de se dire l'État va le faire parce que comme ça, ce sera plus. C'est un arbitre, comment dire, loyal. Il le fera bien, il sera moins passionné, il y aura moins de vendetta, etc. Donc, on lui confie notre sécurité et l'exercice de la justice. Sauf que, bah, une fois qu'on lui a abandonné, une fois qu'il en a le monopole garanti certifié et évidemment, qu'il défendra le citoyen de faire marche arrière eh bien, on se retrouve un petit peu dépourvu quand la bise arrive parce que maintenant, bah oui, c'est lui qui décide et c'est sa morale et c'est ses lois. Et on se rend compte que c'est pas. L'État n'est pas du tout une simple machine, justement, loyale et honnête. L'État, il a ses intérêts, c'est un monstre froid, comme disait l'autre, le plus froid de tous les monstres froids. Et donc, il a sa morale qu'il essaye d'imposer par tous les moyens. Et son calcul est simple, il ne peut pas l'imposer à des individus comme Dabia, voilà, comme des Mohamed Amra, etc. Ça ne marchera pas. Il le sait très bien, donc il n'essaie même plus. Et il va se retourner sur les seuls qui sont réceptifs et qui sont dociles, c'est-à-dire Monsieur Moyen, le contribuable, celui qui paye ses impôts, celui qui a peur de payer une amende, en lui expliquant que c'est lui qu'il ne comprend pas, qu'il ne fait pas preuve d'assez de tolérance et d'ouverture d'esprit, et donc il faut qu'il soit sensibilisé à ces questions. Et on va faire pression encore une fois sur la grande victime, le citoyen honnête, celui qui est taxé et agressé, enfin, à qui on réserve absolument tous les maux de cette société pour sauver la situation. Mais enfin, c'est vraiment insensé et si on n'est pas déjà dans le mur, on n'est pas loin d'y arriver. Mm. On voit qu'il y a quand même aussi peut-être un problème de réaction de la part des Français où on est devenu
plus ou moins passif. Alors je ne dis pas que l'on ne souffre pas, je ne dis pas que, on n'aurait pas la révolte qui pourrait bouillonner, dans le sang, mais malgré tout, il ne se passe pas grand-chose. On voit que dans certains autres pays ou, au sein de certains autres peuples, un drame comme celui, un crime comme celui, qui a touché Lola aurait soulevé des masses de population. Ici en France, il y a eu quelques tentatives de manifestations. J'y étais, ça a généralement rassemblé 200, 300 personnes. Voilà, c'est déjà bien. Mais où sont les millions de personnes qui se retrouvent dans la rue de la même façon qu'on s'est retrouvé avec des milliers de personnes pour des cas bien moins choquants, bien que, voilà, encore une fois, je comprends que certains puissent le regretter, mais dans le cas de l'affaire Naël, on a eu des soulèvements pendant des jours et des jours. On s'interrogeait, est-ce que c'était le début de la guerre civile? Là, on retrouve une fillette française qui n'avait rien d'une délinquante, qui se retrouve découpée, à moitié décapitée dans une valise par quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là, qui a profité des visas étudiants. Et là, bah, justement, il y a une certaine passivité. Et donc, on a le cas de Lola, mais par ailleurs, c'est même pas le premier. On a les Thomas, on a des listes qu'on ne peut même plus citer de façon exhaustive. Comment est-ce que vous expliquez ce silence? Et est-ce que vous pensez que les Français vont pouvoir encore longtemps écouter cette espèce de discours qui nous dit mais dormez braves gens, et puis surtout ne cédez pas à la haine, restez calme, et c'est là que réside la vraie victoire. Oui, pour l'instant, l'évolution, c'est vrai, est surtout mentale et discrète, parce que la France est un pays domestiqué. Je n'ai pas peur d'utiliser ce terme. Il a été dressé et conditionné à l'antiracisme depuis des décennies, un antiracisme d'intimidation, de chantage à l'extrême droite tenace, qui fait qu'aujourd'hui, quand une gamine est massacrée, eh bien, les gens font des calculs, parce qu'ils se disent, je vais quand même pas aller me montrer avec ces gens-là. On va dire que je suis quelqu'un d'horrible et les heures sombres, etc. Et on oublie de voir la réalité finalement. On entre dans le délire qui a été conçu par l'adversaire. Si on n'est pas capable de réagir à quelque chose comme ça, c'est que la disparition qui nous tend les bras, finalement, elle est amplement méritée. Donc, il y a une évolution des pensées, mais évidemment, nous qui sommes dedans tous les jours, on regrette qu'elle n'aille pas assez vite parce que le temps presse et parce que plus le temps passe, pire ce sera, pire les conséquences d'une réaction seront. Donc, il faut continuer à marteler le message. Les Français voient aussi ce qui se passe ailleurs. Encore une fois, le problème, c'est qu'ils sont dans leur salon, ils regardent les JT, ils écoutent les radios agréées par la machine. Il y a cette idée qu'un homme providentiel, peut-être, une élection, peut-être, va les sauver à leur place, que quelque chose viendra d'ailleurs. Mais ça, malheureusement, c'est pas sûr du tout. Et si personne ne prend en main les choses, si personne ne se dit je suis aussi responsable de la situation, le pays qu'on m'a transmis, que mes ancêtres m'ont donné, je dois moi aussi en faire un petit peu. C'est pas grand-chose d'aller dans la rue en silence se recueillir sur la mémoire d'une gamine qui a été massacrée, il me semble. Donc si on n'est pas capable de faire ça, c'est sûr que, bah oui, comment déplorer ensuite ce qui nous arrive? Il est temps de se réveiller, c'est sûr. Quand vous dites plus le temps passe, plus ce sera compliqué, est-ce que c'est pas là l'une des explications à la passivité de l'État en tout cas, puisque on l'a dit, c'était normalement sa charge d'éviter ce genre de situation. Aujourd'hui, on est face à un État complètement dépassé, mais qui peut-être redoute que la situation soit pire et s'aggrave si jamais il y avait des réactions à la hauteur des crimes commis. Voilà, que ce soit en termes de sanctions, que ce soit en termes de sécurisation, même de certains quartiers qu'on appelle aujourd'hui les quartiers perdus de la République. Voilà, en réalité, aujourd'hui, nos dirigeants ont aussi peur d'un soulèvement de la part de ces populations et de ces quartiers. Oui, oui, complètement. C'est l'État Louis de Funès, vous savez, très servile avec l'effort, très lâche et qui prend énormément de précautions avec ses quartiers hautement inflammables et qui, de l'autre côté, nous tient des discours à la Laurent Wauquiez, vous allez voir ce que vous allez voir Mhm. et on va prendre toutes les mesures et tout ça. Et malheureusement, ça a encore un écho, hein. Ça a toujours eu un écho, ce genre de propos. Parce que le français veut, mais le français ne fait pas le rapprochement entre le discours politique et la réalité des choses. Quand on lui dit à chaque fois on va mettre de l'argent sur le problème, le musée, voyez, on va mettre 850 millions. Voilà, le français il est content parce qu'il se dit ah bah c'est bien, ils ont pris la mesure, ils mettent de l'argent.
Sauf que jamais personne ne s'est demandé quelle était l'efficacité réelle de ces investissements massifs qui, encore une fois, sont faits en notre nom et avec notre argent. Peu importe, c'est de la communication politique pure et il faut vraiment commencer à prendre du recul par rapport à ça. On nous mène en bateau depuis des décennies. L'État n'aura le courage d'absolument rien. C'est une machine avec une inertie fantastique et qui est tenue, encore une fois, par cet antiracisme de conditionnement qui interdit absolument toute mesure sérieuse. Ce sera uniquement de la communication. Sans doute, des messieurs moyens vont encore donner dans le panneau et sans doute les choses vont encore stagner longtemps. Donc il faut vraiment être en rupture par rapport à ça. C'est-à-dire soit ils font leurs preuves, soit ils disparaissent. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe depuis des années, malheureusement. Ouais. Il y a Pierre Brochand qui a récemment livré un entretien au Figaro. Pierre Brochand, qui est donc un ancien patron de la DGSE, qui tire la sonnette d'alarme, qui parle de cette situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons, de cette société fracturée entre différentes populations, l'échec de l'assimilation et donc l'insécurité que ça engrange. Laurent Oberton, lui, il préconise une radicalité sans remords comme solution. Est-ce que ces mots vous évoquent quelque chose? Est-ce que selon vous, cette radicalité sans remords, c'est effectivement ce qu'il faudrait retrouver et pratiquer pour pouvoir sortir de cette société qui devient de plus en plus dangereuse et explosive? Ce qui est fou, oui, c'est que notre situation actuellement est dramatiquement radicale. Donc soit on s'y adapte, on en prend acte, on se dit et on répond, soit on continue à faire, à jouer les modérés, les mous et les sensibles et tout ce qu'on veut pour éviter de répondre aux problèmes. Tout ça, ce sont des synonymes de lâcheté, hein. Heu, pour moi, évidemment, il faut une réponse, extrêmement claire et c'est pas extraordinaire. Encore une fois, on a l'impression, on va nous dire qu'on est extrême ou je sais pas quoi, mais c'est celle qui a toujours existé dans une société normale. Encore une fois, une société qui est civilisée, eh bien, quand il y a un acte de barbarie aberrant, elle se débrouille pour que l'auteur disparaisse à jamais du paysage. On n'est pas obligé de parler de peine de mort forcément, mais quand on la condamne à de la prison à perpétuité, ça veut dire qu'elle est condamnée à de la prison à perpétuité. Ça n'existe pas en France, ça n'existe plus. On a complètement démantelé l'appareil judiciaire. Donc évidemment, quand on est face à une situation radicale et inédite, on prend les mesures qui vont avec. Et vous verrez que les problèmes, en réalité, sont très faciles à résoudre. Si simplement la loi prononcée par le juge, les peines prononcées par les juges étaient réellement exécutées, ça changerait déjà beaucoup de choses. Si le code pénal était suivi à la lettre par les juges, ça changerait absolument tout. Donc, c'est pas des choses qui sont compliquées, c'est pas des choses qui sont aberrantes, c'est des choses qui ont existé. Et avant, malheureusement, le détricotage progressiste et droits de l'homiste de Badinter et compagnie. Mmh. Aujourd'hui, on est face à des politiciens qui nous agitent aussi un petit peu le spectre de la guerre civile en nous disant, mais voilà, si on agit trop brutalement, sans modération, c'est ce qui nous guette. Et effectivement, une guerre civile, c'est monstrueux. En réalité, on est tellement tétanisé à l'idée de sombrer dans une situation de guerre civile que du coup, on en vient presque à relativiser la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui en fait est déjà dramatique et qui, par certains aspects, pourrait ressembler justement aux prémices de cette guerre civile. Oui, oui, c'est exactement comme quand on nous disait votez Macron parce que sinon on va être au bord de la faillite économique. Et c'est exactement le même raisonnement. Et le Français qui n'a pas envie, qui n'est pas prêt du tout à un conflit brutal, qui imagine les conséquences, se dit il faut l'éviter et il faut rien faire. Ne faisons rien, c'est plus prudent. Et à force de rien faire, eh bien évidemment le problème grossit. Ça s'accumule et ça ne peut être que pire. Donc, si le moyen courage fait défaut maintenant, le grand courage n'arrivera pas demain et on sera complètement perdu dans la situation. Donc, c'est ça, c'est une simple vision à long terme, à moyen terme, une vision raisonnable et rationnelle qui commande d'agir vite. Ça aurait déjà dû être fait, évidemment, depuis très longtemps. Chaque année qui est passée a été du temps perdu, des vies gâchées et c'est beaucoup d'occasions manquées. Donc, il faut le faire le plus vite possible, le plus fortement possible. Et c'est encore temps.
c'est encore temps, mais plus le temps passe, plus ce sera compliqué. Mmh. Vous étiez interrogé sur ce scénario de guerre civile dans vos ouvrages, donc Guérilla. Le premier est sorti en 2016, il me semble. On est presque 10 ans après. Est-ce que vous pensez que un jour, vraiment, la guerre civile pourrait éclater? Ou est-ce que finalement, on va rester dans cette situation un peu bâtarde entre deux où, effectivement, les gens souffrent, mais en même temps, ont appris à ne rien dire face à un État incompétent qui essaye encore de donner l'illusion qu'il va gérer, la situation. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut aboutir à cette guerre civile? Bah, justement, guérilla, c'est pas vraiment la guerre civile puisque les 2 camps n'existent jamais. C'est-à-dire, il y a un camp, effectivement, il y a les banlieues qui s'embrassent, c'est le bordel, c'est le foutoir habituel. Et là, l'État n'arrive plus du tout à suivre et s'effondre. C'est le scénario de guérilla. Et du coup, Monsieur Moyen, la créature domestique et dépendante, se retrouve complètement livrée à elle-même. Elle n'a plus police secours au téléphone, elle n'a plus son confort, son électricité, ses habitudes, ses chemins de vie, son petit cursus quotidien, ses petites promenades toutes tracées par le système. Elle n'a plus d'écran surtout, ça c'est dramatique parce qu'on est ultra dépendant de nos écrans aujourd'hui. Et Monsieur Moyen, voilà, est totalement largué. C'est ce que je voulais montrer. Et si on se repose sur l'État, il ne faut pas imaginer. Il a l'air fort, mais il est gros surtout. Et il est pas immortel. Et quand on l'a vu, il est un petit peu largué quand les quartiers s'emballent et se soulèvent. Et face à un soulèvement généralisé de grande ampleur, il pourrait l'être totalement. Et là, pour le coup, eh bien, Monsieur Moyen sera obligé de se frotter au réel. Et ce sera pas du tout, ce sera pas rigolo, enfin, pour absolument personne. C'est pour ça que je souhaite pas que ça arrive. Je souhaite, avec ce livre, déclencher un électrochoc en disant ça peut arriver, ça risque de plus en plus d'arriver. Et encore une fois, plus le temps passe, plus ce sera difficile d'y réagir, de faire face. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui pourraient se préparer à cette éventualité. En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux, mais à se préparer à cette réalité de façon très technique, encore une fois. Ils vont faire des provisions au cas où la situation dégénérerait, il y aurait des problèmes de provisionnement parce que des routes coupées par des gangs ou que sais-je. Ils vont apprendre à se défendre eux-mêmes. Ils vont s'acheter une maison à la campagne. Mais en réalité, il y a tout un changement de mentalité à opérer également et qui, lui, est peut-être beaucoup plus dur et on ne réalise peut-être pas encore les dispositions mentales et morales qu'il faudrait acquérir dans ce genre de situation, Laurent Oberton. Bah oui, c'est comme la différence entre celui qui va faire des cours d'autodéfense, qui va aller dans son petit gymnase parisien et qui on va lui expliquer avec 3 professeurs comment il faut réagir si le couteau arrive comme ça, et cetera. Dans des conditions qui n'ont rien à voir avec la rue réelle, avec le vrai risque de mourir. Et bah, ce sera exactement la différence. C'est-à-dire que c'est la psychologie, la base, le mental, la base de tout. Et comment voulez-vous avoir un mental digne de ce nom si vous passez votre temps dans votre canapé devant Netflix? C'est totalement incompatible avec la rigueur de conditions conflictuelles ou même de simples, je sais pas, de rupture d'une pénurie, d'une alimentation quelconque. On voit bien aujourd'hui, en cas de panne de courant, comment le Français est totalement désemparé. Si sa télévision tombe en panne, il est prêt à hurler sur un réparateur, à devenir complètement hystérique parce qu'il n'a plus sa dose quotidienne d'asservissement mental. Enfin, c'est pour ça, vraiment, la prise de conscience doit précéder toute évolution politique ou autre de la situation. Pour moi, il faut d'abord mener ce combat culturel de réarmement des esprits, les mettre face à leur réalité, leur dire là, vous vivez dans une parenthèse enchantée, vous vivez sur des acquis considérables qui sont ceux de leurs ancêtres. D'ailleurs, enfin, ces acquis n'en ont plus pour longtemps, hein. Le pays est à l'agonie dans tous les secteurs, donc la réalité va bientôt sonner à la porte et malheureusement, peu d'entre nous seront prêts pour l'accueillir. Et ça, même si on s'est entraîné, même si on a lu tous les stages commando, les machins, on a stocké son cassoulet dans sa cave, etc., on ne sait jamais comment on réagira en temps réel. On ne peut pas le savoir. Ouais. Laurent Oberton, merci d'être avec nous. Vous restez dans cette discussion jusqu'à 8h15 et nous faisons une pause avec la chronique d'Arthur de Vatrigan qui ensuite finira de discuter avec nous. Merci beaucoup. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. On poursuit donc quelques minutes avec la chronique d'Arthur de Vatrigan. Bonjour Arthur de Vatrigan, merci d'être avec nous.
Bonjour Lisette, vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien. Je voudrais revenir sur un entretien du nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, j'espère qu'il fera pas long feu, avant-hier chez l'excellente Sonia Mabrouk sur CNews, Mm. que le groupe va nous faire regretter Bruno Retailleau, ce qui est assez fort. Alors parmi tous ces éléments de langage qui commencent un peu à saouler tout le monde, et sans parler de ces manchons sur l'immigration, alors je rappelle que la veille sur une autre chaîne, il avait expliqué qu'il y avait 200 000 immigrés illégaux. Alors évidemment, Sonia Mabrouk a réagi, a essayé de lui faire avouer ces manchons. Et il a eu cette sortie, oui, mais en fait, j'ai dit 200 000 parce que je voulais pas donner le chiffre. Et puis d'ailleurs, on connaît pas les chiffres. Alors évidemment, la journaliste lui explique, bah si, elle connaît les indicateurs, la ME, des trucs comme ça. Elle dit oui, c'est vrai, mais je vous rappelle quand même qu'il y a eu plein de chiffres différents. Il a fini par avouer, mais en fait, si, moi je connais vraiment les chiffres parce que je suis super fort et en fait, c'est 700 000. Donc, c'est vous dire si on est dans la mouise. Mais il a surtout eu cette phrase assez dingue, c'est notre société a été construite sur la diversité. Alors, sérieusement, quoi. Comment aujourd'hui, en 2025, alors en plein procès Lola, après le Bataclan, après toutes les émeutes, Naël et compagnie, après les milliers de jeunes femmes agressées, violées, tuées par des OQTF, un ministre de l'Intérieur peut oser balancer une connerie pareille. Honnêtement, ça me dépasse. Alors, non, évidemment que notre société n'a pas été construite sur la diversité, jamais. En revanche, elle risque en effet de mourir sous les coups de la diversité, et ça devient une option qui est plus que probable. Et d'ailleurs, ça fait 2 fois en une semaine qu'on nous ressort la France et la diversité. Rappelez-vous évidemment dimanche dernier avec la petite sauterie de ceux qui s'auto-proclament patriotes de la diversité. Alors, ok, la gauche fait 2 fois moins que Pécresse à chaque élection présidentielle et elle risque encore de baisser à la prochaine. Mais pour ceux qui ont encore besoin de preuves, elle a encore largement et le monopole des idées, et le monopole des mots, et le monopole de la culture. On use d'ailleurs d'ailleurs leur saloperie presque sans s'en rendre compte. C'est vous dire si à quel point on est contaminé et c'est vous dire le niveau de l'épidémie. En revanche, je pense que c'est en effet le moment de profiter, et Radio Courtoisie l'a fait cette semaine ou la semaine dernière, de relancer le débat sur ce qu'est une nation, sur ce qu'est une identité, ce que c'est être français. Alors c'est évidemment pas moi, ni en 2 minutes, ni même en un siècle, qui vais vous l'affirmer ce qu'il en est. Je ne suis pas encore becté par l'hubris de ceux qui osent agrafer un autre mot à la France comme France de la diversité. Mais on peut peut-être lancer quelques pistes de réflexion parce que généralement, quand on pose une question, c'est pour régler un problème. Et si la question de l'identité de la nation et du patriotisme se pose, bah, c'est sous pression de l'immigration, évidemment. Sous pression, la haine de la nation et la haine de soi. Et sous pression, l'idéologie républicaine qui, malgré tous ces mythes et tous ces pouvoirs, galère quand même à choper une vraie légitimité. Et d'ailleurs, ce n'est pas un débat qui agite uniquement la France, mais presque l'Occident, puisqu'on l'a vu avec les victoires de Trump aux États-Unis et on l'a vu avec les manifestations incroyables en Grande-Bretagne. Mais alors déjà, je pense qu'il faudrait éviter le piège de l'affrontement qui est si désiré par la gauche anciennement multiculturelle, devenue naturellement racialiste, en refusant déjà un terrain en fait, qui n'est pas le nôtre et qui l'a jamais été, à savoir le discours marketing pour neuneux, puisque fondé sur les signes les plus immédiatement perceptibles de la personne, à savoir la couleur de peau. Que la France ne s'est jamais construite sur une ségrégation, c'est pas maintenant, ça va commencer, en tout cas j'espère, qu'à réduire l'identité à une simple couleur de peau comme la gauche antiraciste a été de le faire croire. Alors évidemment, il y a les gentils noirs et les méchants blancs, et si vous êtes blanc, c'est parce que vous êtes méchant et que vous avez un passé. En fait, c'est juste simplement se dépouiller de tout sens, c'est-à-dire n'être rien. Alors, je veux bien entendre que la couleur fasse partie évidemment d'une identité d'un peuple ou d'une histoire, why not? Mais elle constituera jamais, elle n'a jamais constitué un facteur déterminant. D'ailleurs, sinon, je vois pas ce qui nous séparait du tribalisme ou du clanique préhistorique. Mais c'est là qu'intervient justement une nation, c'est-à-dire une appartenance pardon, à un commun qui structure donc autour d'une mémoire collective, s'appelle l'histoire, d'une langue, ce qui nous permet de nous comprendre, d'une géographie, ce qui détermine, et donc d'une terre, et donc de frontières. Bref, c'est 2000 ans de labeur, comme disait Peggy, qui ont façonné notre civilisation en offrant un cadre, des lois, des mœurs, et une culture. Et c'est là où on voit la diablerie de la gauche qui, en fait, a détourné 2 mots pour dissoudre ce que nous sommes, à savoir le mot race et à savoir le mot pluriel. Parce que le mot race, alors aujourd'hui, c'est un mot évidemment qui est péjoratif, qui est connoté. Deux guerres datées sont passées par là. Mais beaucoup de grands auteurs français l'ont utilisé, en premier lieu Charles Péguy, et avant les Bernanos à la même époque, et même avant eux Racine ou Michelet. Et parce que le mot race signifie en tout cas au sens de la racine, de la filiation. Et c'est là qu'intervient le second mot diabolique de la gauche, diversité, repris encore
par Laurent Nunez. Et justement, nos racines ne sont pas diverses, elles sont plurielles. Et on pourrait d'ailleurs ajouter un troisième détournement, un grand détournement, c'est l'universalisme. Donc diversité, race, universalisme, les nouveaux mots de la gauche. Donc, la France, elle n'est pas diverse, elle est plurielle et elle est universelle, mais pas justement au sens où la gauche ou les progressistes l'entendent. La France est universelle parce qu'elle procède d'un enracinement qui est lui-même universel, un enracinement qui justement a des racines plurielles et non diverses, des racines donc évidemment romaines, politiquement et artistiquement, des racines grecques philosophiquement et esthétiquement, des racines spirituelles juives et chrétiennes. Et je sais quand je dis juive, ça va faire râler, mais bon, malheureusement, ça s'appelle des racines, j'y peux rien. Et puis des racines également poétiques, celtes. On peut parler de la légende de Bretagne, toutes les légendes arthuriennes. Et puis, je veux dire, c'est pas et la culture et la littérature et même le paysage et notre histoire qui en manque. Donc la France, elle n'est pas diverse, elle est plurielle, mais plurielle parce que arborescente. Et justement, c'est cette arborescence qui a fait écrire à Barrès en ouverture des diverses familles spirituelles de la France, et c'est même le nom d'ailleurs de son premier chapitre, nos diversités disparaissent au 4 août 1914. Alors aujourd'hui, c'est la France qui risque de disparaître sous le joug des diversités, car si les diversités, mais qui sont pas au sens de la diversité d'aujourd'hui, mais écrites par Barrès, sont disparues dans les tranchées de Verdun, c'est parce qu'ils étaient côte à côte, et aujourd'hui nous sommes face à face, et il y a fort à parier que si une guerre éclate avec un ennemi extérieur, tous ne partageront pas le même tranché. Merci Arthur de Vatrigan pour cette chronique. On continue avec vous dans quelques instants. Nous sommes également avec Laurent Oberton. Chers auditeurs, je vous rappelle que la radio est libre et indépendante. La chronique d'Arthur de Vatrigan, l'entretien de Laurent Oberton sont l'illustration parfaite de notre identité, de ce que la radio vous offre, ce que vous n'entendez pas ailleurs. Si vous voulez continuer à écouter ce genre d'émission, eh bien, il faut donner à la radio. Et pour donner à la radio, qui est effectivement de toute première instance, eh bien, vous pouvez nous faire des dons en ligne, en vous rendant sur soutenir.rc.fr ou adressez vos chèques à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris, une manière comme une autre de prendre parti au combat évidemment. Voilà, merci Arnaud et merci chers auditeurs. On continue avec Laurent Oberton et Arthur de Vatrigan. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. On continue donc Laurent Oberton. Je pense que vous avez entendu la chronique d'Arthur de Vatrigan. Est-ce que vous voulez y réagir ? Non, mais c'est sûr que c'est un débat qui agite beaucoup le milieu en ce moment. Et j'avais un petit peu réagi là-dessus sur les fameux patriotes de la diversité. Je trouvais qu'encore une fois, c'était un petit peu malheureux, mais ces vieux réflexes qui consistent à tomber dans le spectre antiraciste, en tentant d'être toujours un petit peu plus gauchiste que le gauchiste, et ce qu'a fait d'ailleurs, oui, Laurent Nunez aussi, de manière assez cataclysmique, dès le début de son mandat, qui, j'espère, j'en doute pas, sera très court, mais la durée de vie d'un ministre a ceci pour elle que ces derniers temps, elle est assez spectaculaire. On n'a pas le temps d'apprendre les noms, ils sont déjà partis, donc c'est au moins ça la bonne nouvelle, c'est qu'en tout cas, ils ont une durée de vie inférieure à celle de la France éternelle. Effectivement, et puis alors Laurent Nunez, c'est aussi un message envoyé aux Français, puisque on le sait aujourd'hui, la plupart des Français ont quand même tendance à se retrouver dans un certain combat patriote, en tout cas à se rassembler autour des questions d'identité, d'immigration. Et Laurent Nunez, lui, s'est illustré en tant que préfet de Paris dans la façon dont il s'est opposé justement à tout ce qui pouvait se rapprocher de près ou de loin du camp identitaire et patriote, la façon dont il a tenté de sanctionner certaines associations, certaines manifestations, certaines organisations. Il y a de quoi s'inquiéter un petit peu, et le message envoyé aux Français n'était peut-être pas très juste et pertinent, Arthur de Vatrigan. De toute façon, les messages qu'ils envoient depuis, alors maintenant on va remonter ça à la dissolution, donc un peu plus d'un an, les messages sont évidemment catastrophiques, ils n'ont rien compris. Le seul message qu'ils envoient, ou en tout cas qu'ils essayent de cacher, mais que tout le monde a compris, c'est qu'ils veulent surtout garder leur petit strapontin, et que quand ils parlent de stabilité, c'est juste en fait garder leur petit poste et rien d'autre. Donc c'est valable pour Nunez, c'est valable pour d'autres. Alors Nunez a été
secrétaire d'État au ministère, ensuite préfet, là il devient le grand patron de l'intérieur, mais je vous promets qu'il réapparaîtra lorsque ce gouvernement disparaîtra et réapparaîtra dans une autre fonction. Et Nouniez a quand même des sacrées casseroles, alors forcément des casseroles qui sont liées à celles de Darmanin, et quand on voit que Darmanin est toujours garde des Sceaux, juste avec le scandale du Stade de France, ce type aurait dû évidemment disparaître très 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 loin. Et maintenant, aujourd'hui, les gardes des Sceaux et Nouniez, sera pareil. Et malheureusement, tous ceux qui participent à la chute de la Maison France arrivent toujours à sauvegarder ça qui est fascinant. C'est qu'il y a une renaissance perpétuelle. Je ne parlerai pas de celle du président qui est actuellement au Newf à la santé, il était déjà pas rentré, qui commence à préparer sa sortie pour pouvoir revenir tel le phénix. Et c'est assez déprimant. Oui, mais on parlait des messages qui étaient envoyés. Et d'ailleurs, dans cette semaine où se déroule le procès de Lola, on a ces élus de gauche qui s'insurgent sur le fait que le Rassemblement national essaie de rappeler qu'en fait, quelqu'un qui n'a pas de papier, qui est en situation irrégulière, en fait, c'est un délinquant, puisque normalement, il faut des papiers pour rester sur le sol français. On a aussi ce gouvernement qui nous explique qu'on va peut-être ouvrir et élargir le nombre d'attributions de visas étudiants pour les étrangers, alors que Dabia Benkired, encore une fois, est entré sur le sol français avec ce visa étudiant. Laurent Oberton, on a tendance à caricaturer, à moquer cette classe politique qui se montre souvent grotesque et bien évidemment incompétente, mais en réalité, elle est aussi extrêmement dangereuse dans cette incompétence parce qu'elle ne se contente pas de ne rien faire ou de se ridiculiser. En réalité, elle fait aussi de toute façon avancer des idées et des mesures qui, elles, vont atteindre les Français dans leur chair. Ouais, je pense qu'elle a un petit peu oublié que le peuple était assis comme un spectacle pour la regarder et qu'elle se parle beaucoup elle-même. Je pense que Nunez, par exemple, quand il fait ses sorties miraculeuses, là, il se dit, il faut que j'essaie de contenter les mous de gauche et les mous de droite, et pour que, donc en étant résolument mou et central, pour ne pas que le gouvernement comment dire, de Lecornu se fasse encore éjecter trop vite. Donc, la marge de manœuvre est un peu ténue, donc ils ont ce discours technocrate chiant, soporifique, en évitant d'utiliser des termes dangereux ou qui fâchent, de dire des choses vraies. Donc ils sont un petit peu condamnés à réciter en boucle leur rosaire vivre ensembliste, etc. Donc et l'administration, pendant ce temps-là, fait son travail. Vous avez remarqué qu'on ait un gouvernement, qu'on n'en ait pas, peu importe, les coups de tampon sont donnés, les titres de séjour sont délivrés, il n'y a pas besoin de donneur d'ordre, la machine fonctionne très très bien toute seule. Elle fera dans l'ombre son travail, malheureusement, parce que c'est surtout comme ça que ça marche, hein. C'est qu'il y a une telle force d'inertie, une telle force d'habitude, des esprits qui pensent agir au nom du bien commun, à qui on a donné pour ça beaucoup trop de pouvoir, et ce sont toujours les mêmes, hein, qui sont casés, recasés, qui tournent en boucle depuis des années dans ces comités, dans ces commissions, dans ces machins inconnus dans les arcanes de la République française. Et ce sont eux qui font le travail. Donc ne vous inquiétez pas, pendant qu'en coulisses, les marionnettes font, sur l'avant-scène, les marionnettes font n'importe quoi, les choses se passent en coulisses. Et la partition est bien récitée. Les partitions est bien restée, les rôles aussi sont très bien distribués parce que euh, aujourd'hui, toute cette gauche et donc tous les auteurs qui participent à ce système défaillant, en réalité, occupent tous les postes stratégiques. On parle évidemment de justice, on a parlé des ministres, de la politique pure, mais il y a aussi la culture, il y a l'éducation, il y a les médias qui relaient en permanence toute cette idéologie. Vous, Arthur de Vatrigan, il y a quelques semaines, vous aviez révélé cette proximité entre, par exemple, le monde médiatique et le monde politique. Tout le monde le savait, mais il y a quand même eu besoin, à un moment donné, de le prouver par des images prises dans un café pour qu'enfin, il soit mis face à cela. Est-ce que vous pensez que face à une telle machine, rodée en plus depuis des dizaines d'années, on a vraiment une chance de pouvoir renverser les choses, ou est-ce que de toute façon, on affronte un monstre dont on ne sera, qu'on ne pourra jamais renverser, voilà, encore une fois, tant il est huilé? Ah si, on pourra le renverser, bien évidemment, parce que déjà, justement, l'affaire Le Grand Cohen a quand même montré qu'ils étaient assez fragiles.
dire la réaction qui s'en est suivie, les réactions qui ont suivi cette affaire, ont montré quand même une grande fragilité. Alors, évidemment, c'était une première brèche. C'est à peine le bunker a à peine trembloté. Mais je veux dire, pour un tout petit truc sorti d'un tout petit canard, sorti de nulle part, ça a quand même fait un peu de bruit. Et ils ont quand même eu un peu peur. Et d'ailleurs, vous avez bien remarqué que depuis, ils se taisent quand même, hein. Et Legrand et Cohen, qui pendant 40 ans ont fait les fiers et les kékés et ont eu comme première réaction presque naturelle à la suite de la sortie de cette affaire, à mépriser et ensuite à se moquer. Aujourd'hui, ils se tairent un peu et on les entend plus beaucoup. Alors, il y a évidemment la présidente de Radio France, prétentieuse comme elle est, qui continue à, euh, à faire sa petite tournée en expliquant qu'elle a raison et que de toute façon, on la virera jamais. Bon, il y a une commission Ciotti au Parlement qui va se mettre en place. Donc, ce sera un peu plus musclé que celle des sénateurs. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est évident que tout ça, on voit, pour ceux qui en doutaient encore, on voit qu'il y a une vraie oligarchie, même une nomenclatura qui est en place et qui d'ailleurs, je pense que bien plus que sur les idées, se réunit autour d'une classe. Alors, je sais que mon mot classe, depuis que Marx l'a dévoyé, on n'aime pas trop l'utiliser quand on est de droite, mais néanmoins, ça reste quand même le point commun de tous ces gens-là, c'est qu'ils viennent du même endroit, ils sont nés au même endroit, ils ont été élevés avec les mêmes codes, ils partagent les mêmes bistrots, limite ils sont éloignés de 3 rues et c'est le grand maximum. Donc on a vraiment une classe. Donc évidemment qu'ils ont des postes stratégiques, il suffit de voir Conseil d'État, Conseil constitutionnel, que de toute façon ces postes stratégiques sont préemptés et puis lorsqu'il y en a un qui part, ils sont cooptés par les gens qui appartiennent au même milieu et social d'abord, et donc ensuite évidemment idéologique, parce que c'est rare quand on vit quand on patauge dans le même marécage qu'on pense des idées différentes, c'est comme la nature humaine est ainsi faite. Mais en tout cas, je pense qu'évidemment qu'on peut le renverser à condition de vouloir le renverser. Parce que là, si vous regardez politiquement, on est plus dans une logique de dégagisme. Alors c'est très bien de vouloir dégager les gens. C'est un peu la mouvance populiste, mais le populisme, c'est un moyen, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait juste un remplacement de gens? Est-ce qu'on veut changer le système? Politiquement, je ne vois pas de grandes ambitions dans ceux qui candidatent. Et surtout, je ne vois pas de remplacement d'élite. Si on regarde du côté de Donald Trump, c'est assez intéressant. Trump épisode 2. Et beaucoup aujourd'hui, au sein même de son parti, expliquent que la perte de l'élection, de sa deuxième élection, a été une chance parce que ça a permis une nouvelle stratégie, qui au départ, c'est une stratégie de dégagisme, mais la stratégie numéro 2 de Donald Trump, c'était une stratégie remplacement des élites et notamment autour de la figure du vice-président J.D. Vance, qui, lui, est la tête de proue d'un mouvement intellectuel qui s'appelle le post-libéralisme, qui a été théorisé par de nombreuses personnes, dont notamment Patrick Dennin, un universitaire, et autour de ça s'agglomèrent différents intellectuels, et leur stratégie a été justement de dire comment on remplace ces élites. Et je rappelle que c'était le rôle des think tanks. Le rôle des think tanks, c'est non pas juste de créer un think tank qui a un nom bidon pour pouvoir toucher quelques subsides de l'État ou d'associations. Ça, c'est la particularité de la France. Vous créez un think tank, vous touchez 3 dons et deux subventions et ça vous permet de passer à la télé parce que vous avez un titre. Alors que le rôle du think tank, c'est non seulement donc de laboratoire d'idées, pour parler à nos éditeurs de Radio Courtoisie, c'est pas que de réfléchir aux idées, c'est aussi de réfléchir à une stratégie de terrain et une stratégie de formation des élites et une stratégie d'entrisme des élites. Or, aujourd'hui, dans le spectre politique, le seul parti politique qui fait ça, c'est la France insoumise. L'insoumise, et c'est le seul parti politique qui fait de la politique. Ils ont une stratégie, ils ont évidemment un programme politique qui est très clair, ils l'ont dit, ça s'appelle le grand remplacement. Alors, pour ceux qui sont heurtés par ces mots-là, on parle de créolisation. Ils ont l'Institut de la Boétie qui fait ce rôle de laboratoire d'idées et de formation des élites. Et puis, ils ont une stratégie, évidemment, électorale de terrain. Et si vous regardez, en dehors de la France insoumise, pas un seul parti politique ne fait ça. Et le drame, c'est que si vous ne formez pas les élites, bah, une fois que vous aurez dégagé politiquement les représentants du peuple, les ministres et pourquoi pas le président, bah, derrière, dans toutes les grandes structures qui font tourner l'État, et heureusement que ça fait un peu tourner l'État, parce que dès qu'il y a la moindre catastrophe, tout s'arrête, on serait quand même pas très bien. Bah, si il n'y a pas personne pour les remplacer, ça marche pas. Et vous parliez de la culture, on parlait d'éducation nationale, mais moi j'en veux beaucoup à la droite depuis des décennies d'avoir abandonné
et la culture et l'éducation nationale à la gauche. Si vous regardez pendant des décennies, les parents de la grande bourgeoisie ou même de la petite bourgeoisie de la côte ouest ou de l'ouest parisien, leurs enfants, on leur dit: «Bah, je veux essayer d'être comédien, je veux devenir écrivain, je veux être prof». On lui dit: «Ah ouais, c'est bien, c'est bien». Mais en fait, tu vas d'abord faire une école de commerce, tu vas faire un peu d'oseille, tu vas être banquier, puis après on verra. Et donc si vous voulez, on a abandonné ces choses essentielles, à savoir et l'éducation et la culture, parce que sans éducation et culture, il y a pas de nation et il y a pas de peuple et puis il y a rien qui fonctionne. On a abandonné la gauche. Donc vouloir le récupérer, c'est bien, mais encore faut-il y mettre les moyens et aujourd'hui, je vois pas ces moyens mis en œuvre. Laurent Oberton, vous entendez Arthur de Vatrigan, Mmh. est-ce que vous voulez réagir? Bon, je partage complètement, ouais, cette impression, il y a beaucoup, beaucoup de travail préparatoire à faire et encore une fois, on a trop tendance à attendre un miracle, un truc qui va se produire tout en haut et qui va tout changer d'un seul coup, comme ça. Non, enfin, ça revient à vous avez une avarie dans votre bateau, vous videz l'eau très bien et vous faites plus rien, donc l'eau revient. Si vous ne réparez pas les avaries, enfin, cette caste républicaine, nous, on l'a vu avec l'affaire La Furia, la présidente de la commission qui nous a retiré notre agrément, elle est ancienne du comité d'éthique de France Télévisions, ancienne de l'Arcom, c'était le CSA avant, mais elle a fait toutes les popotes possibles. Elle a au moins 2 ou 3 présidences à la fois. Elle a fait l'ENA, évidemment. Et ces gens-là, c'est-à-dire que oui, le dégagisme, si on l'enlève d'ici, elle va retomber ailleurs. Elle va pas aller à l'ANPE, à Pôle emploi, pardon. Donc, effectivement, le problème demeure tant que ces gens-là sont tout à fait dans leur petit confort, ce sont eux qui ont les leviers essentiels du pouvoir. Ils ont des moyens qui sont absolument colossaux et considérables, l'appareil d'État, et le contrôle effectif des canaux, de la liberté d'expression et tout un tas de choses extrêmement, extrêmement importantes. Heureusement pour nous, ils font pas un excellent travail et eux-mêmes ont un peu de mal à préparer l'après et à être dans des stratégies offensives. Ils sont plutôt sur la défensive aujourd'hui. Donc, il faudrait en profiter. Il faudrait trouver le moyen d'accélérer les choses dans cette guerre culturelle, dans cette guerre institutionnelle. Ouais, donc ce qu'on peut retenir quand même, Laurent Oberton et Arthur de Vatrigan, c'est que oui, la situation va mal. Oui, c'est compliqué, mais en fait, il y a quand même toujours des moyens d'agir et qui sont à disposition des Français. On peut finir sur cette note positive, engageante, mais positive, Laurent Oberton. Ah bah oui, mais enfin évidemment, parce que si on dit que tout est foutu, et qu'on persuade les gens que tout est foutu, bah, ils vont se dire, ne faisons rien et suicidons-nous tout de suite ou laissons faire et voilà. Non, on n'est pas enfin moi je suis pas du tout dans cette démarche, j'ai dit au contraire: «Secouez-vous parce que, si on le fait rapidement, ce sera beaucoup mieux que si on ne le fait pas rapidement, ce sera beaucoup plus facile». Donc évidemment, il y a des ouvertures, une évolution quand même des esprits qui est considérable. Donc, voilà, allons-y, accompagnons le mouvement et chacun, encore une fois, chacun en est responsable. Chacun doit se sentir responsable du sort de notre pays, et doit faire quelque chose à son niveau pour que ça avance. Merci beaucoup, Laurent Oberton, d'avoir été avec nous pour ce grand entretien. Je crois que vous travaillez récemment sur votre dernier livre, donc on ne manquera pas de vous inviter pour en parler prochainement. Arthur de Vatrigan, merci pour votre chronique. Merci d'avoir échangé avec Laurent Oberton et moi-même. Merci. Je vous dis, J'avais juste un mot, si vous me permettez. Évidemment, dites-nous. tout mon soutien à la Furia. Oui. Ils font un travail magnifique parce qu'un journal satirique, c'est important et que la droite manque cruellement de l'humour, et là, il y en a. Et que ce qui se passe est tout simplement un scandale et inadmissible. Et je trouve les réactions encore très, très faibles. Eh ben, on y a consacré une émission mardi, chers auditeurs d'ailleurs, avec Laura Magnier. Donc on vous invite à la retrouver sur notre chaîne YouTube d'ailleurs, émission entièrement consacrée à ce sujet. Et vous avez raison, Arthur de Vatrigan, c'est important de le rappeler. Donc vous pouvez soutenir la Furia. Vous faites votre petit chèque à Radio Courtoisie, évidemment. Et puis ensuite, ce qui vous reste, vous voyez comment est-ce que vous pouvez l'investir, par exemple, en prenant un abonnement à la Furia. Merci beaucoup Laurent Oberton, merci Arthur de Merci beaucoup à vous. Vatrigan et je vous dis à très bientôt.